Eh bien, écoutez, mes chers collègues, nous recevons ce soir Monsieur Alain Lambert, président du Conseil national d'évaluation des normes, ancien ministre, qui est accompagné par deux de ses collaborateurs et que je remercie de sa présence. Je précise que l'intitulé complet du Conseil national d'évaluation des normes est Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Il n'est donc pas compétent pour l'ensemble de la législation. Dans le cadre de notre cycle d'audition générale, nous avons entendu le 5 novembre dernier M. Stanislas Bourron, le directeur général des collectivités locales, qui a insisté sur le rôle très constructif joué depuis son installation en 2014 par le Conseil que vous présidez, afin notamment de faire en sorte que les dispositions réglementaires d'application des lois soient adaptées aux moyens dont disposent les collectivités territoriales et permettent leur mise en œuvre dans les meilleures conditions. Nous souhaitons mieux comprendre le type de difficultés auxquelles les collectivités peuvent être confrontées dans l'application des lois sur le terrain et réfléchir ensemble aux moyens qui pourraient être donnés aux parlementaires pour veiller au respect de la volonté du législateur, y compris bien sûr par les collectivités. Alors, je précise, comme chaque fois, que cette audition est ouverte à la presse. Elle est retransmise en direct sur le site Internet de l'Assemblée nationale et qu'elle fera également l'objet d'un compte-rendu. Donc, je vous propose, Monsieur le Président, de commencer par un propos liminaire. Je vous donne la parole pour quelques minutes et nos rapporteurs ensuite vous poseront directement des questions. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs et députés, merci d'abord de votre invitation. Le Conseil national y est sensible parce que le sujet que vous avez choisi de traiter est celui qui nous est quotidien. Et je dois vous avouer que je me suis particulièrement intéressé au vocable que vous avez choisi, qui est celui de concrétisation, puisqu'il y a de tas d'autres vocables, et j'ai vu que dans votre intitulé, d'ailleurs, vous les évoquiez, qui sont liés à la simplicité du droit, à son applicabilité, à un certain nombre de vocables qui traitent précisément de la manière dont le droit s'appliquera sur le terrain. Et le CNEN est précisément extrêmement préoccupé de voir l'écart qui se creuse entre l'intention du législateur et la manière dont le droit qui est produit est interprété, perçu par ses destinataires. Et il y a un hiatus qui se creuse et dont il faut essayer d'identifier les motifs. Et vous parlez dans votre présentation de repérer les points forts et les points faibles. Et c'est vrai qu'il faut repérer les difficultés et éventuellement la simplicité d'application. La simplicité, elle se gère assez facilement. Par contre, les difficultés sont nombreuses. Et essayer de faire en sorte que la volonté du législateur soit respectée. Alors, j'ai également, si vous le permettez, mon propos introductif est assez court, mais je m'appuie sur la présentation et l'objet de votre mission. Votre préoccupation, c'est d'observer toutes les étapes de la mise en œuvre du droit à partir de sa promulgation et de manière à ce que ce droit puisse s'approprier par les parties prenantes. Or, ce que nous constatons, nous, c'est que pour qu'il s'approprie par les parties prenantes, c'est qu'il faudrait que les parties prenantes puissent être consultées, qu'elles puissent être, comment dirais-je, interpellées sur les effets qu'elle anticipe sur le droit qui sera produit. Par ailleurs, je voudrais également insister sur le fait que si nous considérons qu'une loi est un être vivant, il faut tenir compte de son ADN pour comprendre comment il s'appliquera ce droit. S'il s'agit d'une proposition de loi, il est probable qu'elle sera inspirée d'élus qui ont une expérience locale et qui essaient de résoudre un problème qu'ils ont rencontré dans l'exercice de leur mandat. Si il s'agit d'un projet de loi,
il n'est pas impossible, et c'est un euphémisme, que ce soit une préoccupation centrale visant à organiser le territoire en fonction du lieu central où vous vous trouvez pour imaginer la bonne organisation de la société. Je peux vous dire qu'au CNEN, nous sommes un poste d'observation idéal pour voir, en effet, quel est l'angle d'approche du droit qui nous est proposé. Puisque dans notre position, nous voyons les textes législatifs avant le Conseil des ministres et avant le Conseil d'État. Nous les voyons au niveau de l'application par le droit réglementaire, par les décrets d'application qui peuvent être pris. Et éventuellement, nous les revoyons lorsqu'ils sont modifiés, puisque, entre guillemets, les vices de construction que nous avons déjà identifiés au moment de l'élaboration initiale, on les retrouve dans des modifications qui surviennent après. Alors, je vais terminer sur le fait suivant. Je crois que vous tenez, vous, au Parlement, la clé de la solution. Et il ne faut pas se jeter la pierre les uns aux autres. Ce n'est pas si simple à le dire au Parlement aussi clairement que je vais le faire, mais les textes que le Parlement produit ne sont pas de bonne qualité. Ils ne sont pas de bonne qualité pour une raison qui nous semble, nous, aveuglante, c'est qu'ils vont à un niveau de détail qui rendent ce droit absolument incompatible avec l'unité constitutionnelle à laquelle on fait sans cesse référence. Notre sentiment est que la loi devrait être plus générale, qu'elle devrait fixer des grandes orientations et qu'il reviendrait au pouvoir réglementaire d'en définir les modalités d'application. Alors j'ai été parlementaire pendant 20 ans, je me doute bien qu'il y a le souci de se demander si le pouvoir réglementaire sera suffisamment respectueux de l'intention du législateur. Mais je voudrais également que le législateur se dote des outils pour que son intention soit lisible. Lorsque nous voyons un texte réglementaire qui, à nos yeux, s'est éloigné de l'intention du législateur et que nous trouvons que l'amendement s'explique par son texte même, je vous assure qu'il est difficile de déceler l'intention des législateurs et que nous serions très contents de trouver un exposé des motifs qui nous explique ce que le dispositif visait. Donc vous voyez, il me semble que le Parlement lui-même, au niveau de la fabrication de la loi, doit veiller à ne pas livrer au pouvoir réglementaire un texte dont le niveau de détail est tel que le pouvoir réglementaire, voulant tout de même montrer qu'il est utile, en rajoutera et rendra les dispositifs parfaitement inapplicables. S'agissant du pouvoir réglementaire lui-même, il ne sera pas très heureux d'entendre ce que je vais dire, mais il a une approche qui est d'autant moins concrète et pratique que depuis la décentralisation, il n'a plus d'expérience de terrain. Et que nos hauts fonctionnaires sont sans doute parmi les mieux formés du monde et constituent, je le crois toujours, et ça n'est pas une ironie, l'élite de la nation, sauf que cette élite vit dans une sorte d'organisation idéaliste du droit qui ne tient pas compte de la réalité, de la diversité du terrain. Donc, vous avez un pouvoir réglementaire qui a une science absolument admirable, mais qui ne se préoccupe pas vraiment de l'applicabilité ou de la concrétisation du droit qui est produit. Je termine en vous disant qu'il y a également une pusillanimité de ceux qui appliquent le droit qui rend ce droit presque anxiogène. Et je trouve que les services juridiques des différentes institutions, alors, pour être franc, les services de contrôle de la légalité, plus on descend au niveau préfectoral,
de taille de département, plus la maîtrise est simple. Mais en tout cas, vous avez une sorte de surenchère entre les services juridiques des collectivités territoriales et les services du contrôle de légalité qui font que ce qui devrait s'interpréter d'une manière simple devient tout à coup compliqué. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une responsabilité collective que nous devons assumer. Et en même temps, mon propos introductif trop long, je vous en demande pardon, vise précisément à affirmer qu'il est possible de trouver des solutions. Il est vraiment possible de trouver des solutions dès lors que nous partons de cette idée que le pouvoir politique qui propose les lois doit aussi s'habituer à ce que le Parlement soit un Parlement qui obéisse aux faits majoritaires. Je l'ai vécu pendant 20 ans, je sais comment ça se passe. Mais lorsqu'on est en train de choisir les colliers à puce pour les chiens, parce que ça m'est arrivé une fois, on me rappelait les faits majoritaires, je pense franchement qu'on doit pouvoir laisser au Parlement le soin de pouvoir choisir ce qui lui semble le plus raisonnable au regard de l'expérience de terrain qui est la sienne. Donc il faut que les gouvernements s'habituent également à ce que le Parlement reste le Parlement, ce qui permet de respecter les orientations politiques sans difficulté. Il faut que le Parlement cesse de bavarder, et il faut que le pouvoir réglementaire cesse de vouloir régir par le menu détail la vie des Français. Et je termine également sur le fait qu'il faut faire une différence entre le droit qui régit les relations entre l'État central et les collectivités territoriales, qui, à ma connaissance, sont des administrations publiques, et le droit qui régit les administrations centrales et les citoyens qui ne sont pas des administrations publiques. Il y a donc une très très grande différence entre les deux, et il me semble qu'il faudrait élaborer un droit de confiance mutuelle entre l'État central et les administrations locales, puisque c'est ainsi que nous les appelons au sein des administrations publiques. Pardonnez-moi d'avoir été un peu long dans mon propos introductif. Pas du tout, Monsieur le Président. Je vais passer la parole au rapporteur, simplement à travers les expressions que vous avez eues, qui sont extrêmement intéressantes. Je vois se profiler quand même l'idée, bien sûr, à travers la pratique de la loi, de la façon dont et comment elle est construite finalement. Parce que le projet de loi d'un gouvernement, quel qu'il soit, on ne sait pas comment il a été construit et par quelle main il a été par quelle main il passe, quels sont les objectifs qu'il sert vraiment. La fabrication même de ce projet serait extrêmement instructive, et il me semble que ce droit gouvernemental que certains universitaires appellent de leur vœu répondrait en partie aux interrogations que vous avez sur les équilibres entre ce que fait le Parlement, ce que fait l'administration et ce que fait le pouvoir politique en place au gouvernement. Je passe la parole au rapporteur Laurent Saint-Martin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre présence. Ce propos liminaire qui n'était pas trop long parce que vous avez finalement assez bien, je crois, résumé la situation. Je recentrerai du coup mon propos et ma question sur le rôle du parlementaire. Vous en avez vous-même parlé. Sur le vocable et sur la terminologie de cette émission, je crois que c'est important d'insister sur le terme de concrétisation. Ça aurait pu être application des lois, qui est un terme aussi juste, mais concrétisation sous-entend davantage une difficulté qu'il y a à aller justement la rendre concrète dans le quotidien des bénéficiaires des lois. Et c'est vrai que nous tenions à cette terminologie. L'objet de cette mission, ce n'est pas uniquement de faire des auditions et d'écrire un rapport sur l'état du droit et comment aujourd'hui on applique les lois. C'est vraiment d'outiller le parlementaire du futur. Pour paraphraser le titre d'un livre de Madame la Présidente, l'idée est vraiment de mieux outiller le parlementaire si on veut en faire un acteur majeur et central du suivi d'application des lois sur son territoire. Donc doit ressortir de ce travail-là un vade-mecum, un outil qui fait que vous rentrez, vous mettez dans la fonte la loi, vous allez sur votre territoire et vous devez voir à quel moment ça coince si ça ne ressort pas dans le quotidien des gens. Ça, c'est notre travail. Donc c'est un travail difficile parce qu'il faut effectivement faire un inventaire précis, exhaustif de ce qui se passe aujourd'hui à partir du moment où un texte est voté en lecture définitive ici à l'Assemblée nationale, que la loi est promulguée et que, nous l'avons vu avec le SGG et d'autres acteurs, les décrets d'application sont signés. C'est bien dans les territoires que ça se passe.
et c'est bien avec le rôle du parlementaire que ça peut s'améliorer. On en est nous-mêmes les premiers convaincus. Vous dites que le Parlement tient la clé de la solution, nous sommes d'accord. Là où nous avons besoin peut-être de vos lumières, à la fois en tant que président du Conseil national, d'anciens ministres, d'anciens parlementaires, c'est peut-être d'essayer d'imaginer un nouveau fonctionnement du parlementaire sur son territoire dans ce rôle-là qui serait presque institutionnalisé. Je dis presque institutionnalisé parce que pour l'instant c'est encore un peu le flou, c'est quelque chose qu'on teste à chaque audition. C'est aujourd'hui comment, autour du préfet, autour de tous les acteurs qui s'occupent de mettre en place une loi dans son territoire, comment le parlementaire peut reprendre un rôle, accepté, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, donc ça a aussi une importance, et qu'il y ait une responsabilité dans la bonne application des lois. C'est-à-dire que le nouveau cumul de mandats, c'est d'être député applicateur de loi. Ce n'est plus être député maire. Et ça, on veut vraiment le mettre en œuvre. On a conscience que c'est une nouvelle dynamique, une nouvelle culture de la fonction du député qui commence déjà par un certain nombre de fonctions que l'Assemblée nationale permet de faire à travers, je pense, et vous connaissez également bien cette fonction, les rapporteurs spéciaux à la Commission des finances, mais nous, je pense, nous devons généraliser cette façon de faire dans les territoires, à aller tester si ce que nous votons est concret et fonctionne bien. Ça, c'est la première chose, c'est comment est-ce que très concrètement, on peut insérer le parlementaire dans ce qui existe aujourd'hui dans les territoires et dans l'État notamment déconcentré et en application avec les collectivités. Je vais peut-être d'abord m'arrêter là-dessus. Enfin, j'ai d'autres questions, mais je pense que je vais d'abord préciser ça, si vous voulez bien, le rôle du parlementaire, et puis on poursuivra après. Je vous en prie, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. J'ai conservé l'habitude de ne pas prendre la parole sans que la Présidente me la donne. Ce qui, à la Commission des finances du Sénat, était une sorte de bizutage. Alors, la proposition du rapporteur de Laurent est très innovante, et il est vrai qu'elle vient à un moment où l'interdiction du cumul des mandats doit nous réinterroger sur la manière dont le droit pourra s'appliquer sur le territoire, puisque dans le passé, il était élaboré par des gens qui avaient la responsabilité de voter la loi, mais qui savaient qu'ils auraient à l'appliquer. Et ils ne le voyaient peut-être pas de la même manière qu'ils peuvent l'avoir aujourd'hui, même s'ils sont restés sans doute probablement assez engagés dans les exécutifs locaux. Alors, je n'étais pas préparé à la question, mais je crois qu'il y aurait un outil possible qui consisterait, en s'inspirant un petit peu de ce qu'on appelle généralement en matière fiscale le rescrit, de pouvoir documenter les difficultés d'application. Lorsque le député est saisi d'une difficulté d'application d'un texte qui a été soit récemment adopté ou très antérieurement adopté, est saisi d'une difficulté, il saisit le préfet du schéma qui a été envisagé par la collectivité territoriale. Il est le garant qu'une réponse documentée sera faite sur le refus ou l'acceptation du préfet du schéma qui est proposé. Et après, et là peut-être aurais-je des questions sur ce sujet, je pense qu'un médiateur pourrait très utilement rapprocher les points de vue s'il y avait le maintien de deux positions antagonistes. Il me semble que l'interposition du parlementaire est probablement la meilleure garantie qu'il ne soit pas hors sol durablement. Parce qu'il verra, à travers des exemples pratiques, pourquoi, par exemple, le préfet, et on ne vise personne, fera une application à la lettre d'un texte sur une situation qui ne permet pas de l'appliquer intégralement. Alors que le schéma qui est envisagé par la collectivité territoriale est parfaitement compatible avec l'esprit du législateur. Par contre, pour l'instant, tout ça se passe souvent oralement, tout ça n'est pas vraiment documenté, et tout ça n'est pas non plus rassemblé.
de manière à pouvoir essayer d'élaborer ensuite une sorte d'évaluation des difficultés qui sont survenues. Donc je crois, monsieur le rapporteur, que l'outil que vous proposez mériterait d'être fabriqué et expérimenté, puisque c'est la mode aujourd'hui, pour voir comment, en effet, rendre le parlementaire dans la mise en œuvre, lui donner un rôle dans la mise en œuvre. Monsieur le Président, cette idée de documenter qui est effectivement essentielle. Je passe la parole à nos collègues et amis députés. Donc Frédéric Descreuzales et ensuite nous avons Michel Lozana. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci de votre présence et excusez-moi pour mon retard. Je regrette d'avoir loupé l'essentiel de votre intervention parce que ça se sent que vous avez une expérience entre guillemets plus de terrain que les personnes qu'on a auditées jusqu'à maintenant et que d'une certaine manière vous êtes de notre bord dans ce souci-là. Je ne dis pas ça, il n'y a pas de camp dans cette affaire, mais quand même je tiens à le souligner. En tout cas, on voit bien que vous êtes posé des questions qu'on se pose. Moi, je voudrais rebondir sur les points que vous avez évoqués, que je vous ai entendu dire. Vous avez dit que la précision de la loi pouvait elle-même provoquer une surprécision du pouvoir réglementaire et un alourdissement du dispositif législatif. Donc c'est un point qui quand même attire l'attention, qui retient l'attention. Vous avez évoqué aussi le fait que l'élite de la nation, la haute fonction publique, finalement, travaille en ayant, je le dis de manière euphémisée, je voudrais rester correct, amoindrit son souci d'application et vit un peu dans le monde idéalisé du droit, tel qu'il pourrait s'être appliqué. Sur ces deux points-là, je voudrais vous poser deux questions. On est constamment, et vous l'avez certainement beaucoup été dans votre carrière, en contact d'acteurs de la société civile qui savent très bien ce qui coince. Parce qu'ils l'appliquent. Tout à l'heure, je rencontrais le président de la Chambre des notaires. On a évoqué 2-3 trucs. Typiquement, alors eux, pour le coup, en plus, ce sont des pédagogues de la loi. C'est quand même des officiers d'état civil. C'est navrant de se dire qu'un notaire peut se trouver en présence d'un citoyen et lui dire, en haussant les épaules, qu'en effet, la loi est moche et mal bâtie, mais que c'est comme ça. Ça ne donne pas une bonne impression du travail du législateur et de l'État. Mais quand je disais à cet interlocuteur, et il se trouve que je l'ai vu aujourd'hui, mais c'est vrai de fédérations professionnelles d'entreprises, c'est vrai de syndicats, c'est vrai de chambres consulaires, quand on leur demande, quand vous faites remonter, non pas une prétention à challenger l'esprit du législateur, mais simplement de dire telle disposition est complexe, on pourrait simplifier en faisant comme ça. Ou est-ce que vous avez un écho, est-ce que vous avez... en dehors de votre ministère de tutelle, des interlocuteurs dans l'administration qui vont, avec cette culture de je prends en compte la consultation, etc. La réponse est non. C'est-à-dire que le statut de l'interlocuteur surjoue en France. Moi-même, je l'ai constaté depuis 2 ans et demi. Un député lambda, il peut prendre des rendez-vous, peut écrire des courriers. S'il est président de ceci, rapporteur de cela, les portes ne s'ouvrent pas pareil. La question donc que je me pose, c'est est-ce qu'il faudrait prévoir dans la Constitution, ou je ne sais pas, au moins dans le règlement de l'Assemblée peut-être, de donner une autorité aux députés, qu'il n'a pas aujourd'hui, dans le contrôle de l'application de la loi, dans la façon dont il va du coup, que ça soit établi quelque part, écrit, parce qu'on est comme ça en France, pour pratiquement tout mettre par écrit, dire bah oui, le député, il est légitime pour aller regarder un petit peu comment ça s'est écrit, comment c'est appliqué. C'est un peu ma première question, l'autorité qu'on peut donner aux parlementaires, en plus de l'outil, c'est-à-dire du bagage technique, de l'enregistrement, de la data et de la documentation que vous avez évoquée. Et ma deuxième question, c'est justement sur tous ces acteurs de la société civile qui sont confrontés à des incohérences, à des absurdités, à des choses qui ont mal été pensées dans l'écriture même, et par un Parlement qui parfois, en votant un amendement, manifeste un défaut de connaissance de ce que ça va concrètement impliquer pour des acteurs économiques, des acteurs de terrain, cette culture de la confrontation avec des formes d'expression, de représentation de la société civile qui sont capables de dire, encore une fois, sans challenger, sans remettre en cause la volonté du législateur, telle disposition, voilà concrètement ce que ça représente comme coût, comme complexité, comme incohérence, comme difficulté. Voilà comment on pourrait, on vous suggère d'écrire autrement et de procéder autrement, d'instaurer cette espèce de culture de revisiter, de faire revivre la loi, quitte à éventuellement jusqu'à faire bouger le pouvoir réglementaire sans faire bouger la loi, pour que justement il soit un petit peu plus malléable et qu'il colle un peu mieux à la réalité de terrain. Est-ce que peut-être une question également parce que
Merci Madame la Présidente. Ça va peut-être un peu compléter ce qu'a dit mon collègue là. Je voudrais revenir sur un des points du début dont vous nous avez parlé, c'est la complexité de la loi, la manière dont elle est votée et la manière dont elle est écrite, parfois qui va jusqu'à un détail très complexe et qui laisse moins du coup de marge de manœuvre quand on doit écrire les décrets d'application ou autre. Et ça, vous avez dit que ça compliquait certainement la tâche et que cette directivité-là était source de problèmes. Moi, je suis plutôt un peu de votre avis, mais il faudra quand même aussi voir de quelle manière, après, les élus qui ont voté la loi contrôlent ce que les décrets mettent en application. Parce qu'il y a une difficulté, on voit bien, et on l'a vu lors d'autres auditions, qu'il y a parfois des interprétations qui sont même contraires à ce qu'a voulu le législateur. Il faudra bien donc qu'il y ait un contrôle a posteriori. Et on voit que là, c'est compliqué. L'idée m'est venue parce que nous avons reçu Madame Valérie Létard qui fait ce travail-là au Sénat et qui nous a montré quand même la difficulté parfois de cette évaluation et de pouvoir juger a posteriori comment étaient concrétisées les lois, à la fois du côté quantitatif, c'est quasiment le plus facile, mais du côté qualitatif. Donc, comment éviter cet écueil-là? Comment vous le voyez? Est-ce qu'on devrait systématiquement avoir donc un contrôle très, très poussé de ces décrets d'application et tout ce qui en découle? Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, je suis dans le camp des praticiens et plutôt jacobin, mais convaincu qu'un État, dans le monde dans lequel on est, ne peut pas à la fois défendre le rang de la France dans le monde et s'occuper de la manière dont on pose les petits pois dans une assiette de rationnaire de cantine scolaire. C'est ce qu'essaie pour l'instant de faire la France, ce qui est un grand écart qui n'est pas raisonnable. Et donc, parce que je crois que l'État est irremplaçable, je voudrais qu'il soit raisonnable sur la manière dont on applique le droit qu'il produit. Il ne me dérange pas qu'il le conçoive, gouvernement et Parlement, mais il me dérangerait qu'il aille dans le menu détail, ne tenant pas compte de la diversité des territoires. Alors, s'agissant de cet écart qui se creuse, on voit bien que le fait que le Parlement, alors que la Constitution avait délimité deux périmètres très clairs, à l'article 34, le domaine de la loi, à l'article 37, le domaine du règlement. Normalement, aucun des deux acteurs ne devait envahir le champ de l'autre. On a surveillé que le pouvoir législatif, le pouvoir réglementaire, par contre, n'envahisse pas le champ du règlement, le pouvoir réglementaire n'envahisse pas le champ de la loi, mais l'inverse n'a pas été surveillé. Ce qui fait que le Conseil constitutionnel dit que ce n'était pas vraiment son rôle. Donc, on voit bien que le législateur, sentant qu'il pouvait, en quelque sorte, s'assurer que son esprit serait bien respecté, allait introduire dans le dispositif législatif des choses qui devaient relever plutôt du domaine réglementaire. Je vous assure, pour les bien connaître, les respecter, en avoir dirigé, les voir tous les mois, le CNEN examine une trentaine de textes par mois, qu'un pouvoir réglementaire qui reçoit un texte du Parlement se dit, mais enfin, c'est pas possible que je n'accomplisse pas mon devoir. Et donc, il va inévitablement en rajouter, y compris parfois pour dire la même chose. Vous seriez absolument étonné, parce que nous faisons du traitement de texte. Nous sommes sidérés de retrouver des paragraphes entiers de la loi dans le règlement. Parfois, il s'y ajoute un adjectif, un adverbe, subrepticement introduit, une virgule, qui peut rendre l'interprétation plus délicate. Donc, je crois qu'il faut, de ce point de vue-là, être extrêmement attentif. Vous avez posé une deuxième question. Et nous sommes, je le disais à mes collaborateurs cet après-midi, nous sommes à la préhistoire de ce sujet. Et je suis un vieux juriste, puisque ça fait 50 ans que je fais du droit. C'est comment dirais-je, de faire participer les destinataires à l'élaboration de la loi.
Honnêtement, il y a 50 ans, quand j'ai commencé mon droit, je vous aurais dit le contraire. J'aurais considéré au contraire que finalement l'influence des lobbies, tout ça, ça nous faisait faire n'importe quoi. En réalité, aujourd'hui, si nous voulons véritablement faire du bon droit, il faut que ceux qui auront à vivre avec puissent au moins dire avant comment ils voient son application. Donc, nous ne sommes qu'au début. Il faut absolument se brouiller pour les consulter et faire en sorte qu'ils s'expriment, et pas seulement ceux qui ont les moyens de s'exprimer et de se faire entendre. Je me suis amusé tout à l'heure en vous écoutant sur la différence entre un député de base et un rapporteur ou un président. Je ne sais pas si vous êtes un jour passé du côté du Palais du Luxembourg, mais c'est encore pire. Sur la deuxième question que vous avez posée, il existe des moyens de vérifier le pouvoir du Parlement. Il est, à mes yeux, pas utilisé suffisamment en matière de contrôle. Vous passez votre vie dans les hémicycles où, je suis désolé, vous savez que j'ai une parole assez libre, je suis désolé de vous dire que si le gouvernement est un peu malin, il finira bien sur son propre texte et pas sur le vôtre. Et qu'il saura bien vous rappeler, si vous êtes de la majorité dans la salle qui va bien, pour vous rappeler que pour les investitures prochaines, il ne faudra peut-être pas l'oublier, quoi. Je l'ai vécu. Je ne vais pas vous dire que je l'ai organisé, mais enfin, je n'étais pas mécontent que ça se fasse. Bon. En conséquence, vous avez une très faible influence sur ce droit qui est produit. Par contre, au niveau du contrôle, vous pouvez tout faire. Des contrôles sur pièce, sur place. Ce que je vous disais tout à l'heure, en matière, par exemple, de documentation des refus des préfets. Aujourd'hui, vous ne disposez souvent pas des éléments qui vous permettent de dire « Mais écoutez, madame ou monsieur le préfet, je suis vraiment désolé, mais si je relis les travaux, je trouve que le législateur a clairement voulu ça. Or, dans le cas pratique que j'ai soulevé, vous me dites le contraire. Pourquoi ? Probablement, il vous dira « Écoutez, le pouvoir réglementaire a écrit des choses différemment. » Alors là, nous découvrons comment notre coopération mutuelle, et c'est aussi, Madame la Présidente, le plaisir qui est le mien de vous tendre la main, c'est que nous souhaitons vraiment pouvoir, avec l'Assemblée nationale, comme nous avons commencé de le faire avec le Sénat, par notamment les délégations aux collectivités territoriales, pouvoir travailler avec vous sur, entre guillemets, le service après-vente de la loi, c'est-à-dire sur sa déclinaison au niveau réglementaire. Et, monsieur le député, je vous garantis bien que si nous avons le soutien du Parlement pour empêcher le pouvoir réglementaire de dire le contraire, comme vous avez dit tout à l'heure, ou d'introduire une nuance par rapport à la volonté du législateur, Parlement et CNEN, le pouvoir réglementaire ne pourra pas le faire. C'est l'occasion de vous dire, et je ne voudrais pas que vous le preniez mal, mais j'ai été construit comme sincère et j'ai dit les choses comme je le pense. Le CNEN a très mal pris que votre commission des lois revienne sur un amendement du Sénat présenté par un parlementaire de la majorité visant à obliger une administration centrale à s'expliquer par écrit sur le refus qu'elle faisait d'une proposition du CNEN de modifier son texte. C'est quand même extraordinaire que le gouvernement ait réussi à tordre le bras de la commission des lois pour empêcher que le gouvernement s'explique. Mais c'est invraisemblable. Comment voulez-vous que nous ayons les armes pour vous défendre votre volonté si vous laissez le gouvernement, et je n'ai rien contre celui-là plus que les autres, et j'ai été à la fois chasseur et braconnier, donc je connais les deux. Mais là, honnêtement, permettre au CNEN d'avoir les motifs pour lesquels on n'a pas fait droit à la proposition qu'il a faite, ça serait extrêmement utile quand les difficultés d'application surviennent. Alors, en la circonstance, je vais même vous dire mon sentiment, je suis absolument certain que même les ministres n'ont pas vu le coup. Mais vous pouvez en séance publique, vous êtes à ma connaissance qu'à la discussion générale. Allez-y, vous avez les moyens
de faire en sorte de vous doter des pouvoirs pour suivre si votre volonté est suivie par le pouvoir réglementaire. Je ne suis pas venu pour ça, Madame la Présidente, mais Monsieur franchement, le Président, votre question m'y a cité. si je peux me permettre de vous interrompre, ou plutôt de vous interroger, parce que vous nous interpellez, c'est sur la loi engagement et proximité. Soyons concrets tout de suite dans cette évaluation sur la concrétisation. Et donc je pense qu'effectivement, dites-nous de quoi il s'agit, et je pense que nous avons tous des exemples, hein, et l'erreur est humaine, mais nous avons besoin de savoir de quoi il s'agit. Je pense que votre rapporteur saura parfaitement résoudre ce problème parce qu'il était à l'audition à laquelle j'ai eu l'honneur d'être invité sur l'évaluation de la loi NOTRe. De la loi NOTRe. Tu n'y étais pas? Ah non, je te demande pardon. Alors non. Alors du coup, c'était donc la commission des lois. Monsieur Questel, qui présidait cette mission, je crois. Nous lui disons à quel point nous tenons à cette mesure. Nous faisons en sorte, parce que nous avons un peu de métier, de faire déposer l'amendement par M. Alain Richard, sénateur, membre du parti présidentiel, et le Sénat adopte cette mesure visant à obliger l'administration centrale à expliquer son refus. Je suis désolé, le rapporteur de la commission des lois a déposé un amendement qui a été adopté visant à supprimer ce que le Sénat avait introduit. Et donc les administrations centrales se frottent les mains en disant « nous n'aurons pas à nous expliquer sur les refus que nous opposons aux propositions du CNEN ». Alors, nous avions anticipé la difficulté puisque nous avions demandé au moment, et ça vous renseignera sur, parce que j'ai bien aimé, suivre le processus de concrétisation, suivre la vie d'une loi. J'ai pensé à l'être humain. Et là, au niveau de la conception de cet être-là, nous avions essayé, avec le gouvernement, d'introduire cette disposition. Et en réunion interministérielle, elle a été refusée. Donc nous voyons bien par qui elle a été refusée. Par les administrations centrales. Et donc, dès demain matin, Madame la Présidente, vous aurez... Moi, je ne veux pas vous forcer la main, je respecte tout à fait le Parlement, mais on n'est pas sur un sujet de politique politicienne. Là. On est sur un sujet de savoir si les instruments que vous avez mis en place, et Laurent a parlé de dispositifs, d'instruments, d'outils, si les outils, on les bloque aussi, on ne les bloque pas, quoi. Je suis à la commission des lois depuis un certain temps et c'est vrai que j'ai jamais eu d'audition du président du Conseil national depuis des années. Hein, je dis, enfin, ça fait pas des années que je suis là, mais enfin, c'est mon deuxième mandat. On vous a jamais auditionné. Je pense que ça serait quand même tout à fait essentiel que vous puissiez intervenir dans un circuit de réflexion. Et comme le disait très bien le député des Creusailles, c'est que c'est un système où on doit, réseauter beaucoup. Et les observations que vous faites sur la loi auprès des administrations centrales, bien évidemment, doivent nous intéresser. Et je pense que nous sommes là actuellement dans cette logique de dire nous sommes aux aguets, nous voulons être alertés à tout moment et par tout le monde des problèmes que le citoyen rencontre dans l'application de la loi. Donc moi, je vous remercie beaucoup de cet éclairage. Et ma question, avant de passer la parole aux deux autres députés, c'est de vous demander, vous considérez tout à fait normal, dans le respect de nos institutions, que de travailler, le cas échéant, avec votre institution. Excusez-moi, Madame la Présidente, c'est juste que malheureusement j'ai une obligation, je dois aller au Sénat dans quelques minutes. Voilà, je leur demanderai si c'est encore pire que ce que nous vivons pour une CMP, donc je vous prierai de m'en excuser. J'ai juste une petite question. Il y a un partenariat entre votre institution et les parlementaires ou les parlements. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails là-dessus? Parce que finalement, à vous entendre, je me demande si la clé, c'est pas de travailler beaucoup, de façon beaucoup plus concertée entre le CNEN et
et les parlements. Enfin, voilà, il y a un véhicule, pour utiliser des termes de la maison, il y a un véhicule qui existe, c'est ce que vous faites. Je pense que si on peut monter dans ce véhicule-là, dans les territoires avec vous, ça pourrait être quelque chose de, à mon avis, d'assez fructueux, et ça pourrait aussi éviter ce genre de situation que vous venez de citer à la commission des lois. Puis ici, je vais passer la parole à nos deux députés. Donc, nous avions monsieur le député Vincent Thibault, et ensuite je passerai à notre collègue Philippe Bollot. Madame Mignon. Merci Madame la Présidente. Donc merci beaucoup pour vos explications. Je voudrais revenir sur un point que vous avez dit effectivement, qui a été évoqué tout à l'heure, où la loi va trop loin dans le détail. Moi, je pars du principe, et on a encore pu le voir, notamment sur, je prends toujours pour exemple la loi, la NCT, où au départ, on voulait faire une agence nationale cohésion de territoire qui se doit être flexible, souple, adaptable à n'importe quel environnement, à n'importe quelle collectivité. Et à un moment donné, on s'est retrouvé à parler de tout. Littoral, montagne, du petit ruisseau derrière la maison, la fleur bleue qui pousse devant chez moi, enfin bref. On va trop loin dans le détail, je suis entièrement d'accord avec vous. Et moi, je pars du principe que la loi doit donner un cadre, et effectivement, après, c'est le règlement où les administrations s'adaptent. Mais il y a aussi un autre problème. Je pense aussi que c'est l'état d'esprit de nos administrations, et notamment des personnes qui sont sur le terrain. Et notamment dans les problématiques de non-décision du fait de l'insécurité juridique. Je m'explique. Moi, je pars du principe que si la loi ne donne pas trop de détails, ça laisse une certaine liberté de pouvoir s'adapter et pouvoir agir sur le terrain, et notamment solliciter qu'on peut rencontrer au moment d'application, que ce soit de la norme ou des règlements. Or, moi, souvent, quand je rencontre des acteurs, il n'y a pas plus tard que cette semaine, en échangeant avec un syndicat des eaux de mon département, il m'explique qu'en fait, la problématique, c'est qu'il y a des décisions qui ne sont pas prises, parce que justement, ce n'est pas détaillé dans la loi. Et du coup, comme ce n'est pas détaillé, il y a normalement donc une prise de décision à prendre, donc une prise de responsabilité. Et sur les administrations, dire si c'est pas dans la loi, je ne peux rien faire. C'est-à-dire que de notre point de vue, par rapport à ce qu'on se dit depuis le début de l'édition, nous on verrait ça comme un degré de liberté, qui serait de dire voilà, puisque je peux donc moi m'adapter. Mais du point de vue administratif et du point de vue fonctionnaire, c'est plutôt vu comme une insécurité juridique, et donc une obligation de prendre une décision, et donc de prendre une responsabilité. Et donc une insécurité juridique, et donc une peur de la prendre, cette responsabilité. Et je pense que là, il y a un véritable sujet de culture et d'approche, effectivement, de zones d'administration et de nos fonctionnaires, qui fait qu'on a peut-être entretenu nous-mêmes, en parlementaires, en voulant aller trop loin, à trop vouloir les habituer, à vouloir les prendre par la main, en leur disant, il faut que tu fasses ça, il faut que tu appuies sur le bouton à telle heure, à tel jour, et si tu ne fais pas à telle heure, à tel jour, tu es obligé. Et au même titre avec les élus. On voit aujourd'hui les élus aujourd'hui, s'il n'y a pas l'étude, alors ils se plaignent qu'il y a trop de schémas, qu'il y a trop d'études, mais quand à un moment donné, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de schéma à faire, qu'il faut prendre la décision, ils ont du mal à la prendre la décision, parce que justement, ils sont face à cette prise de responsabilité. J'aurais bien voulu avoir aussi votre sentiment par rapport à ça. Merci, Monsieur le Président, pour les explications que vous avez données. C'est un peu comme quand on va chez le médecin et qu'il explique parfaitement les mots qu'on peut ressentir. On comprend les symptômes, on les partage et finalement on se dit qu'il y a quand même des remèdes qui existent, donc on en ressort avec quand même un peu d'espoir. Ma question, vous l'avez effleuré tout à l'heure, portait sur les destinataires de l'application des lois, leur implication dans le processus d'évaluation, ce qu'on va appeler les différentes formes de démocratie participative. Donc vous nous signalez que c'est un outil à mobiliser avant, après. Quel est le meilleur moyen? De mon point de vue, c'est avant et après, mais j'aimerais vous entendre si c'est effectivement la bonne solution. Mais en faisant ça, ça veut dire qu'après, il va falloir revoir notre calendrier, parce que l'écoute des destinataires concernés par les lois, ça prend du temps, donc il faut être en capacité de les écouter, pour cela, de dégager du temps et de pouvoir les rencontrer. Et de manière indirecte par rapport à cette question-là, est-ce que cette écoute des destinataires de l'application de la loi, c'est pas aussi l'occasion de s'extraire d'un schéma où bien souvent on va évaluer en ne considérant uniquement que l'efficacité et l'efficience, donc en regardant les moyens et les objectifs.
Et est-ce que l'écoute des destinataires n'est pas l'occasion de s'intéresser finalement aux impacts? Et quand je dis impact, c'est les impacts directs et indirects, attendus, inattendus, et positifs ou négatifs. Je vous remercie. Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Je réponds au rapporteur qui est parti à sa CMP que vraiment, ce serait un honneur et un plaisir et très utile pour le CNEN qu'on puisse avoir cette coopération. Parce que nous voyons les textes à des moments différents. Nous les voyons avant vous et nous les voyons après vous. Et vous ne savez pas ce qu'on en pense au moment où vous œuvrez, et vous ne savez pas ce qu'on en pense au moment où nous œuvrons. Parce que, sauf de rares exceptions, et je vous remercie de l'avoir comblé, nous ne nous croisons pas. Et donc l'occasion est vraiment bonne pour essayer de nous habituer à mieux communiquer entre nous. Sur les questions qui ont été posées, alors monsieur le député, vous allez croire que je suis un spéculateur puisque je vais encore vous donner un exemple de la manière, et là ça se passe au Sénat, dont les administrations centrales savent, pardonnez-moi mesdames, émasculer la volonté du Parlement. Nous nous étions amusés à construire un amendement qui visait à expliquer ce qu'est la libre administration des collectivités territoriales en partant, je vois madame la députée que vous surveillez de près ce que je dis, en partant de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Nous avions fait, par des universitaires de qualité, fait faire le travail pour que nous ne commettions pas d'erreurs. Et donc, nous avions écrit, on va dire, le droit existant tel que considéré comme incontestable par les deux institutions, Conseil constitutionnel et Conseil d'État. Et nous avons fait déposer un amendement au Sénat. Et dedans, monsieur le député, nous avons introduit, ça va répondre très clairement à votre question, nous avons introduit un dispositif issu du droit privé qui est que ce qui n'est pas interdit est autorisé, en puisant la source sur l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Que pensez-vous qu'il arriva? L'amendement n'a pas été adopté. Il n'a pas été adopté parce que les ministres n'en veulent pas. Ils sont souvent, en tout cas ceux-là, issus d'exécutifs. Donc ils connaissent parfaitement le job. Et je pense que le fait qu'on définisse mieux la libre administration leur aurait bien convenu. Mais, monsieur le député, je vais vous dire, j'ai répondu à un de vos collègues tout à l'heure que j'étais un jacobin, mais je ne veux pas vivre et je ne voudrais pas que mes enfants vivent dans un pays où la liberté doit être autorisée dans chaque loi. Ça n'est pas possible. Et pire encore, que la liberté ne soit pas, j'allais dire, naturelle entre administrations publiques. Mais dans quelle démocratie serions-nous? Alors, la pusillanimité que j'ai citée tout à l'heure dans mon propos introductif, c'est le destinataire de la loi d'un service juridique, beaucoup de respect pour les juristes, qui dit, au fond, pourquoi vais-je prendre le risque de prendre cette décision alors qu'elle n'est pas autorisée par la loi? Mais est-ce que ça veut dire que la libre administration des collectivités territoriales, ça serait de lire tous les matins le Code général des collectivités territoriales pour gouverner sa collectivité? Est-ce que quand vous prenez votre voiture, vous ouvrez le Code de la route sur vos genoux? Heureusement, il faudrait que vous n'ayez pas le droit de garder le Code général des collectivités territoriales. J'espère avoir répondu à votre question. L'amendement est toujours disponible, soyez en passant mon avis. Le délai de dépôt mais par contre, je vais vous donner la malice d'un ancien rapporteur général du budget et de président de la commission des finances que j'ai été, c'est de faire parler le gouvernement sur des sujets comme cela. Et croyez-moi, vous n'avez pas obligatoirement besoin d'un amendement. Vous demandez la parole sur un article, puis vous posez cette question au gouvernement. Et vous verrez bien la réponse qu'il vous donnera. Et dans ces cas-là, vous le prévenez d'abord. Vous dites au gouvernement, voilà la question que je vais poser dans parole sur l'article.
Et alors, le gouvernement va se tourner vers l'administration qui va lui préparer une réponse alambiquée, mais qui, de toute façon, fera avancer le schmilblick, croyez-moi. Sur votre question, monsieur le député, je crois qu'il faut confronter l'étude d'impact qui est associée à chaque texte, que probablement vous ne lisez pas. Confirmez-moi que vous ne la lisez pas. Ah bon? Ah, ça, c'est merveilleux. Alors, comme je suis malicieux, je vais vous demander pourquoi, et j'étais aussi parlementaire à l'époque, pourquoi diable, alors que les études d'impact ont été introduites dans la révision constitutionnelle de 2008, n'a-t-il jamais été fait d'évaluation ex post? Pourquoi? Je vais encore vous raconter une histoire. Avec Didier Migaud, nous avons commis dans notre vie la loi organique relative aux lois de finances. Et donc, il y avait tout le sujet de l'évaluation que vous connaissez parfaitement, et notamment des prévisions. Donc, nous avons fait le tour du monde, si j'ose dire, et nous sommes allés dans les pays scandinaves, et nous leur avons dit, nous aimerions que vous nous donniez votre sentiment sur la manière de faire des prévisions, etc. Ils nous ont répondu avec beaucoup d'humour, et un humour qui était terrible pour nous, c'est de dire, mais on est très surpris que vous nous posiez la question, puisque vous êtes champion du monde en matière de prévision. Ah bon? On leur dit pourquoi? On dit, écoutez, vous avez un appareil statistique en matière de prévision que le monde entier vous envie. Et le type, alors nous étions heureux du compliment, mais il était tellement beau qu'on s'était dit, ça va mal finir. Et ça n'a pas manqué, car le technocrate en question nous ajoute, et finalement, vous avez une précaution qui est excellente, c'est que vous ne vérifiez jamais les hypothèses desquelles vous partez. Ce qui rend vos prévisions extrêmement bonnes. Et donc, je vous demande de bien vouloir méditer ce que, il y a 20 ans, avec Didier Migaud, nous avons entendu. Quand on vous présente une étude d'impact, commencez à prévenir le gouvernement que dans 2 ou 3 ans, vous ferez une étude ex post. J'ai Corinne Vignon et Régis Ranico qui vont poser leurs 2 questions. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, c'est un réel délice de vous écouter, je vous le dis. Alors c'est un délice parce que, moi je vais parler dans mon cas, moi je ne suis pas juriste. Je viens de la société civile. Et vous imaginez bien que la société civile n'a pas forcément un bac plus 22, n'a pas fait forcément l'ENA, etc. Et nous sommes des gens de terrain. Et donc, il est clair que lorsqu'on arrive au Parlement et qu'on nous parle même d'amendements, qu'on les lit, en très clair, je ne suis pas certaine que tous les députés ont l'honnêteté de dire qu'ils ne comprennent pas du tout le sens de l'amendement, ni des acronymes qui y sont cités. Ma vraie question est très concrètement, comment aller dans les régions, comment aller dans les départements, comment, selon vous, obtenir des vraies réponses auprès des administrations, des directeurs de CAF, d'URSSAF, etc. Des vraies réponses sans que ces personnes n'aient peur, qu'on les surveille, qu'on les sanctionne, qu'on les vilipende sur ce qu'ils pourraient nous dire ou pas. Donc, est-ce qu'il faut venir avec un tableau Excel et leur poser des questions, leur mettre une lampe sur le visage et en leur disant « répondez-nous à tout prix » Quelle est, selon vous, la meilleure façon d'avoir la réalité du terrain sur la loi, sur la concrétisation de la loi? Je sais que, personnellement, en allant 3 jours à la CAF, ce que je fais, 3 jours à la CAF, 3 jours à l'URSSAF, 3 jours au RSI, je leur dis, mais je suis sûre que la loi est mal faite à un moment donné et que vous vous en rendez compte tous les jours. Ils me disent oui, mais ils ne diront jamais ce qui ne va pas. Donc, comment les pousser à dire cette vérité qu'on attend et qui pourrait nous aider sur le terrain? Bien. Monsieur le député Régis Ranico. Oui, merci Madame la Présidente. On a eu l'occasion d'échanger abondamment avec le sénateur Alain Lambert à l'occasion de nos travaux sur la fabrique de la loi avec Laure de la Raudière et Cécile Untermeyer en 2015. Et c'est vrai qu'on s'était penché à l'époque déjà à la fois sur la question de l'enrichissement
de la qualité des études d'impact, donc l'évaluation ex ante, mais qu'on avait aussi fait un certain nombre de propositions concernant l'évaluation ex post, qui sont d'ailleurs dans le règlement intérieur maintenant de l'Assemblée nationale et qui sont utilisées d'ailleurs par les commissions permanentes, puisque cette faculté leur est reconnue 3 ans après la promulgation d'une loi de pouvoir, effectivement, avec les rapporteurs et les contre-rapporteurs qui étaient désignés au départ, de pouvoir faire cette évaluation ex post. Et je crois que l'Assemblée nationale maintenant a pris ce réflexe et cette habitude, et c'est très bien pour nos travaux de contrôle et d'évaluation. Déjà à l'époque, nous avions beaucoup échangé sur la question de l'inflation législative et normative. Et je crois qu'il y a aujourd'hui en vigueur à peu près 80 000 articles législatifs et environ 250 000 articles réglementaires. Et les circulaires de Premier ministre nous rappellent, depuis maintenant un certain nombre d'années, que chaque fois que l'on crée une norme supplémentaire, nous sommes tenus d'en supprimer au moins une équivalente. Bon, dans d'autres pays, c'est 2. Grande-Bretagne, par exemple, ils sont allés beaucoup plus loin. Du point de vue du comité consultatif d'évaluation des normes pour les collectivités et les établissements publics, qu'est-ce que vous avez pu observer très concrètement par rapport à l'application de ces circulaires, monsieur le sénateur? Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame la députée, nous avions cet après-midi une conversation pour savoir si le droit devait être écrit en langage courant. Parce que, au fond, il concerne tous les Français, donc il concerne tous les citoyens dans tous les pays du monde, et c'est un vocabulaire et c'est un langage très spécialisé. Et nous, enfin, je donne ma conclusion. Ma conclusion, c'est que, de toute façon, chaque mot a déjà tellement été, comment dirais-je, précisé par la jurisprudence qu'il est totalement impossible de traduire le droit en langage commun. C'est assez triste de constater, mais quand on va chez le médecin, on ne comprend pas non plus toujours ce qu'il nous explique dans notre situation. Donc il faut s'accommoder, on va dire, de la spécialisation du vocabulaire. Mais il ne faut pas renoncer, et je vois que vous n'en avez pas l'intention, il ne faut pas renoncer à ce que la représentation nationale exerce ses pouvoirs de contrôle. Et j'y insiste beaucoup, pour moi, un parlementaire, c'est d'abord un contrôleur. Et là, je reviens, alors ça c'est sans doute un réflexe notarial, je reviens à la nécessité de travailler par écrit, de manière à ce que la question posée à une administration soit précisément élaborée et que la réponse soit également exigeante. Et de ne pas lâcher le morceau, si j'ose m'exprimer. Si la réponse est évasive, continuez à demander un certain nombre de précisions. Vous appuyez sur la commission à laquelle vous appartenez. Vous avez des rapporteurs spéciaux. Laurent le disait tout à l'heure. Des rapporteurs spéciaux qui peuvent vous aider. Vous avez la possibilité de dire à vos interlocuteurs que vous pouvez demander au rapporteur spécial de faire un contrôle sur pièce et sur place si vous n'obtenez pas de réponse. Vous verrez, ils comprennent très très vite ce que ça veut dire. Alors en revanche, je vous avais pris un exemple qui sont les administrations sociales. J'ai rien contre le social, je vous rassure, mais par contre, le droit du social, j'ai des doutes. Il est incompréhensible. Et entre nous, s'agissant des caisses d'allocation familiale, j'ai, en tant que président de conseil départemental pendant 10 ans, jamais pu avoir, avec le directeur général de mon département, une conversation autre qu'aimable, puisque tout remontait à la direction générale centrale. Et donc là, du coup, ne vous sentez pas diminué dans votre département, ça se joue à Paris. Et encore une fois, appuyez-vous sur votre commission et sur votre rapporteur spécial. Et n'ayez pas de complexe parce que vous n'êtes pas juriste. Si le Parlement était composé que de juristes, dans ces cas-là, il faudrait confier à l'université le soin de faire le droit. Je vois que Régis est toujours à fond de cale sur les sujets de simplification, mais tu vois, il nous reste beaucoup de travail. Alors, il m'a posé une question qui est redoutable parce que je ne voudrais pas me fâcher avec Marc Guillaume, le secrétaire général du gouvernement, qui trouve que le 1 sur 2 ou le 2 sur 1 ou je ne sais quoi a produit beaucoup d'effets. Comme j'aime beaucoup et j'ai une grande confiance en lui, je le crois. Nous, au CNEN, alors il est vrai qu'on est un peu myope, mais on n'a pas vraiment vu
de changement. Alors évidemment, on ne peut pas voir ce qui ne nous parvient pas. C'est-à-dire qu'il a probablement, au titre du 1 sur 2 ou du 2 sur 1 ou je ne sais pas quoi, obtenu des simplifications. Mais ça n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et ça me permet, ta question, si tu me le permets, me permet de dire, et c'est, je crois, la seule chose désagréable que je dirais ce soir à l'endroit des administrations centrales. J'ai dit beaucoup de bien d'elles en disant que c'était l'élite de la nation, et je le crois vraiment. Mais ce sont des administrations qui sont extrêmement conservatrices. C'est-à-dire qu'elles ne croient qu'aux textes dont elles sont à l'origine. Et à chaque fois, et nous avons mené avec Jean-Claude Boulard, dont je rappelle la mémoire, des combats ensemble très longtemps. Il était quand même conseiller d'État, donc il ne parlait pas de n'importe quoi. Eh bien, nous nous heurtions sur le plan rédactionnel au fait qu'on vous disait, ben oui, évidemment, ce que vous nous dites est intéressant et probablement assez près de ce qui est la réalité, mais ça n'est pas notre rédaction. Et donc, nous étions devant une situation qui était absurde. C'était, est-ce que la rédaction telle que académiquement conçue est plus importante que la manière dont les Français vivent? Et ça, vous voyez, je crois que c'est une lutte légitime du Parlement. Il ne faut pas... Sinon, ce sont les peuples qui deviendront populistes. Et il faut que, il faut que le Parlement dise « on ne comprend pas. On ne comprend pas ce que vous nous demandez. » En tout cas, si c'est votre vision des choses, écrivez-la dans le règlement. Nous vérifierons et nous contrôlerons ce que vous désirez, mais en tout cas, nous, on ne l'introduira pas dans la loi, parce que nous ne le comprenons pas, parce que nous ne pouvons pas l'expliquer. Vous savez, au soir d'une vie longue de droit et de politique, j'ai la conviction que nous ne sauverons notre démocratie qu'en faisant jouer ces acteurs. J'ai été, comme le disait le rapporteur tout à l'heure et la présidente, j'ai été dans les deux situations où j'étais longtemps parlementaire, j'ai été aussi au gouvernement. Je crois que le fait majoritaire est quelque chose que la Ve République a bien fait d'instaurer quand on a connu l'instabilité de la Quatrième République. Mais ça s'applique pour les choses importantes, ça s'applique pour les orientations budgétaires, ça s'applique pour les grandes lois. Mais quand on est dans le détail de la vie, n'exposons pas nos institutions. Je vais au-delà de mes responsabilités. Mais nous sommes dans un pays où les présidents de la République, quels qu'ils soient, sont menacés. Parce qu'ils ne peuvent même plus dire que la loi est le fruit du Parlement. Puisqu'on prête l'idée que de toute façon, la loi n'est que la transcription de ce qui a été décidé au plus haut niveau. Donc vraiment, ce combat-là est légitime. Et je pense que vous participez hautement à la démocratie en disant « nous ne comprenons pas et en tout cas nous ne pensons pas que ça produira un droit qui permettra à notre société de fonctionner ». Mais c'est vrai que, Monsieur le Président, que la tâche du parlementaire est difficile. Parce qu'effectivement, on a une administration extrêmement solide, sûre d'elle-même, et qui demande du temps et de la préparation pour admettre une modification, même à la marge. Et on le constate régulièrement. Donc là, on a une nouvelle culture, me semble-t-il, à promouvoir, à diffuser. La culture de la co-construction, du sachant, différemment, mais sachant, au service de citoyens. Et ce que je trouve très intéressant dans la mission et dans l'objectif poursuivi, c'est finalement de dire, de mettre le député à portée d'engueulade en quelque sorte du citoyen. C'est ce que nous voulons, finalement, parce que nous voulons savoir ce que nous avons voté, et comment est ressenti, et en pleine responsabilité, assumer cela. Et c'est sur cette méthode-là, comment, je me permets de poser la question à vous qui avez cette grande expérience, comment pensez-vous que nous devrions agir pour nous replacer effectivement dans ce rôle local qui nous revient aussi, et pour faire vivre la loi et lui ôter son côté abstrait de l'hémicycle et des sphères supérieures pour revenir sur le territoire. Voilà, donc c'est ma...
question de notre collègue Descrozailles. Oui, Monsieur le Président, moi, à l'instar de mes collègues, moi j'aimerais qu'on se revoie au dehors de l'idée de travailler ensemble, le Parlement CNEN, sur cette mission-là, parce que moi j'aimerais que vous puissiez nous éclairer sur ce que concrètement, il y a une des issues possibles, en tout cas qu'on a déjà entrevues, c'est de toucher au règlement de l'Assemblée. Et de ce point de vue-là, le Sénat a beaucoup d'avance, et l'audition de Valérie Létard était très intéressante. Notamment pour travailler avec les commissions permanentes et voilà, dans le prolongement de ce qui est voté de manière instituée et prévue dans le règlement, engager les parlementaires dans l'application de la loi. Donc, et en fait, je pense que vous pouvez nous aider à écrire pour donner cette autorité, parce que ce que vous venez de dire, moi, je suis comme ma collègue Corinne Vignon, je bois du petit lait. En vous entendant, je pensais en fait à Stigler, prix Nobel d'économie, alors sachant que c'est un ersatz puisque c'est pas un vrai prix Nobel, mais bon, prix en mémoire d'Alfred Nobel, machin. Maurice Allais avait démontré que les travaux de Stigler supposaient des hypothèses qui non seulement n'étaient jamais vérifiées dans la réalité, mais ne pouvaient pas l'être. Et Stigler lui aurait répondu, ce n'est pas la science économique qui se trompe, c'est la réalité. Ce que vous avez décrit, c'est cette espèce d'impudence à un certain niveau d'élite. Auquel moi je considère qu'on doit toucher. C'est-à-dire que, et on se heurte quand vous dites que vous ne comprenez pas, je pense qu'on l'a tous vécu sur des sujets techniquement qu'on connaît, de se heurter, alors que nous avons l'autorité des députés de la nation, de se heurter à, je pourrais presque écrire quelque chose qui est systématique de la part d'un haut fonctionnaire, je fais semblant de ne pas comprendre, je reformule avec un peu de name dropping technique pour tester la solidité de compétences de mon interlocuteur. À la fin, c'est du Coluche, c'est-à-dire que je fais en sorte que mon interlocuteur a oublié sa propre question et qu'il ne la comprend plus. Et puis pour finir, si vraiment il insiste, je reviens vers vous. Et puis après, c'est à l'usure. Et même l'accès à l'information est difficile. Il y a un vrai sujet là, sur l'autorité du Parlement par rapport, il ne s'agit pas de pointer du doigt, de sanctionner, pour établir un contact de confrontation féconde, en confiance, puisque tout le monde veut l'intérêt général. Je ne doute pas de l'état d'esprit. Mais là, il y a un vrai problème de relation. Et je pense que vous pouvez nous aider à écrire ce qui peut donner de l'autorité à un Parlement pour qu'on reprenne un peu la main quand même sur une partie de l'appareil d'État qui échappe, pour ainsi dire, à tout le monde. Monsieur le Président, c'est une belle question. Madame la Présidente, peut-être d'ailleurs ce sera la fin, je ne sais pas. S'agissant des administrations centrales, je vais, si vous le permettez, préciser les choses, peut-être en prenant un exemple. Il est d'ailleurs d'actualité. Un ingénieur des ponts, et nous avons probablement les meilleurs du monde, qui ne fait plus jamais de pont, va écrire le pont idéal, mais il n'est pas sûr que ça soit le meilleur pont du monde. Le professeur de médecine qui ne rencontrerait jamais de patient serait peut-être extrêmement savant pour enseigner, mais perdrait à un moment donné ce que seule la pratique enseigne. Et donc, ce que nous constatons, c'est que les lois de décentralisation ont été prises, le retour en arrière n'aurait aucun sens, et que les administrations centrales n'ont plus la pratique. Et donc, cet aspect-là, cet angle-là leur manque, et nous devons le leur apporter, sans procès d'attention. Madame la Présidente, vous avez posé la question présidentielle. Comment pouvons-nous faire ? J'étais dès le début optimiste, et je crois qu'on peut l'être. Nous devons travailler ensemble davantage. Ce que vous avez dit, monsieur le député, à propos de l'autorité, nous envions la vôtre. Parce que vous êtes la représentation du peuple français. Or, nous, on nous dit gentiment, non, on nous laisse supposer gentiment que nous ne sommes rien. Ce qui est vrai. Nous tenons notre modeste légitimité des associations nationales d'élus. Donc, nous serions très contents de pouvoir avoir la représentation du peuple français qui, travaillant de concert tous ensemble, nous parlions d'une même voix sur les difficultés d'application des textes qui sont produits. Donc, il me semble que nous avons un chemin vertueux à engager. Et il est vertueux dans tous les sens. Car je pense que de toute façon,
le divorce des Français avec le droit qui leur est produit et prononcé. Il est au-delà des sensibilités politiques. Ce qui veut dire que de toute façon, les Français ne pensent même pas que des alternances politiques résoudront le problème. Et je m'adresse à des députés. Rien n'est pire que ces situations. En conséquence, je crois qu'il faut absolument pouvoir entrer dans la pratique, Madame la Présidente, comme vous le dites, c'est-à-dire que nous constatons une difficulté de mise en œuvre, nous ne la stigmatisons pas, nous disons simplement que soit il faut assouplir celui qui interprète, soit il faut modifier le texte qui a été trop précis. Et puis, de pragmatisme en pragmatisme, je crois que chaque acteur s'ajustera, la confiance renaîtra, et je termine par là, il faut absolument qu'on noue un principe de confiance mutuelle a priori entre les administrations publiques. Il n'est pas possible que le principe soit la défiance. Merci beaucoup pour cette extrême intéressante audition. Moi, je conclus avec le vœu que nous puissions, puisque nous sommes dans la concrétisation, pouvoir être reçus peut-être au Conseil national à la suite d'une réunion que vous auriez pu avoir sur une loi qui viendrait à l'Assemblée, comme la loi 3D par exemple. Je veux dire, si on veut vraiment agir, il faut qu'on se donne les moyens. Là, il s'agit simplement d'une traduction concrète d'un chemin que l'on considère potentiellement utile à notre mission. Je ne voulais pas vous interrompre, je voulais simplement, avec votre autorisation, donner une anecdote, puisqu'il se trouve que notre partenariat avec le Sénat est ancien. Nous invitons régulièrement la délégation aux collectivités territoriales et nous siégeons dans sa salle à nos séances. Et vous verriez le visage des sénateurs absolument ébahis de voir ce qu'on a fait au plan réglementaire des textes qu'ils ont adoptés. Et donc, nous, c'est public nos séances. Nous venons de temps en temps à l'Assemblée nationale où l'Assemblée veut bien nous accueillir. Vous pourriez à quelques-uns assister à une séance et vous verriez ce qui est fait au plan réglementaire des textes législatifs que vous avez adoptés. Et vous verriez si nous sommes excessifs ou si nous ne sommes que pragmatiques. Ou en amont d'un texte. Reste à vous remercier beaucoup et à bientôt donc, Monsieur le Président.